Bonjour à tous et merci beaucoup pour ceux qui ont pu se connecter. Je remercie le laboratoire Anne-Lilan de proposer de faire cette session qui, je pense, est importante parce que c'est sur toute la problématique du diagnostic précoce, pourquoi il faut traiter tôt, enfin diagnostiquer tôt et traiter tôt les amyloses ATTR avec en particulier donc la mise en place de ces kits qui permettent d'avoir un diagnostic génétique rapide. Alors, les enjeux du diagnostic dans les neuropathies ATTR, ils sont importants parce qu'il y a un problème de diagnostic dans cette maladie. Le problème de diagnostic est lié en grande partie en raison de la très grande variabilité phénotypique. Donc là, je vous ai remis un petit peu celle qu'on nous avait enseignée. Qu'est-ce que l'amylose ATTR dans sa forme portugaise? C'est celle que l'on avait tous appris, avec une maladie qui débute habituellement avant 50 ans, avec une forte histoire familiale, une neuropathie qui est très dysautonomique et vous voyez une espérance de vie après le diagnostic qui est autour de 11 ans. La réalité de ce que l'on voit, c'est plutôt ça, c'est-à-dire ces formes plus tardives, des patients qui ont plus de 50 ans, dans lesquels, une fois sur deux, il n'y a pas d'histoire familiale, dans lesquels, finalement, le gros drapeau rouge que l'on avait mis en avant sur la neuropathie autonome est très peu fréquent. Vous voyez que c'est que 10% qui avaient des manifestations de neuropathie autonome. Et surtout, finalement, une espérance de vie qui est raccourcie parce qu'une maladie qui, certes, débute plus tard, mais beaucoup plus évolutive. Et donc, dans ces tableaux de présentation clinique très variables, eh bien, vous connaissez probablement déjà cela, c'est-à-dire que cette neuropathie amyloïde, elle peut mimer toute une série d'autres pathologies qui font notre quotidien. C'est-à-dire que ça peut ressembler à une polyneuropathie axonale idiopathique. Vous voyez que le mode d'installation, c'est quasiment dans un tiers des cas. Donc, la clinique, c'est une neuropathie d'un sujet âgé d'allure idiopathique, mais avec des drapeaux rouges sur la sévérité, la rapidité d'évolution et puis l'installation secondaire de signes dysautonomiques qui doivent faire évoquer donc ce diagnostic. De la même sorte, on y reviendra après, des présentations pseudo-PIDC qui ont la particularité d'avoir donc une dissociation albuminocytologique comme dans les PIDC, un EMG déminisant, mais des drapeaux rouges, douleur, dysautonomie et surtout la résistance au traitement de première ligne. Les présentations avec des canaux carpiens, c'est les tableaux de patients qui présentent des canaux carpiens bilatéraux qui ne s'améliorent pas ou qui récidivent rapidement après un traitement chirurgical. C'est un drapeau rouge devant faire évoquer une neuropathie amyloïde. Et puis, les tableaux pseudo-canaux lombaires étroits, où en fait les drapeaux rouges, c'est la présence d'une atteinte sensitive à l'électromyogramme qui est inhabituelle dans un canal lombaire étroit, le patient qui s'aggrave après la chirurgie ou qui présente des signes dysautonomiques associés à ce canal lombaire étroit. Tout cela doit faire donc évoquer la possibilité d'une amylose à transthyrétine. Et vous voyez que ça, c'était une étude qui montrait en fait les diagnostics, les erreurs diagnostiques. Et vous voyez que eh bien, c'est des canaux carpiens, des aspects des patients qui avaient été adressés pour polyneuropathie idiopathique, pour une PIDC, pour même une sclérose latérale amyotrophique. Nous, on a eu un patient avec des fasciculations linguales énormes qui était bien une amylose à transthyrétine. Alors, pourquoi c'est une urgence? Parce que c'est une urgence thérapeutique. Vous avez sur ces courbes de survie de Kaplan-Meier en rouge la forme portugaise et vous voyez que les formes, finalement, quel que soit le type de mutation que l'on rencontre usuellement en France, sont des formes qui ont une espérance de vie qui est beaucoup plus courte et donc il y a une vraie urgence thérapeutique. Donc, finalement, quand est-ce qu'il faut envisager une amylose à transthyrétine? Eh bien, c'est face au drapeau rouge dont je viens de vous parler, c'est-à-dire devant toute neuropathie, qu'elle soit d'allure de polyneuropathie sensitivo-motrice idiopathique ou de PIDC un peu atypique, à partir du moment où il y a un des éléments suivants, c'est-à-dire soit une histoire familiale, bien sûr, là on va y penser tout de suite, mais un canal carpien bilatéral, la présence de signes dysautonomiques,
La présence d'une perte de poids, ça c'est un élément aussi qui est très évocateur. Bien entendu, si le patient a des éléments en faveur de troubles du rythme cardiaque. L'atteinte oculaire, c'est quelque chose qu'on banalise parfois, mais il faut savoir y penser. Les patients qui ont des antécédents de vitrectomie pour des opacités vitréennes, il faut penser à regarder si une anapathe a été faite sur cette vitrectomie. Et lorsque on va évoquer en fait la possibilité d'une amylose à transthyrétine, ou du moins la nécessité de l'éliminer, eh bien, il va falloir faire un génotypage. Et si ce génotypage est positif, démontrer aussi la présence de dépôts amyloïdes par une biopsie, le plus souvent au niveau des glandes salivaires accessoires. Là, je vous en parlais tout à l'heure, c'est les formes pseudo-PIDC. Je trouve que c'est une étude qui est intéressante, qui a été faite, donc vous voyez, à partir d'une grosse population de PIDC. Ont été sélectionnés dans cette population les patients qui étaient non répondeurs au traitement de première ligne. Et vous voyez que chez ces patients non répondeurs au traitement de première ligne, eh bien, il y a eu 34% 34 patients qui ont été diagnostiqués comme étant porteurs d'une TTR. Donc, il faut savoir y penser et surtout aller le rechercher dans toute une série de présentations un peu atypiques à partir du moment où vous avez un des drapeaux rouges que l'on vient de voir antérieurement. Donc ça, cette diapo, elle résume un petit peu ça, c'est-à-dire une PIDC qui résiste au traitement, la présence d'une dysautonomie associée à votre neuropathie, la présence d'une ataxie précoce, les manifestations cardiovasculaires, la perte de poids dont on a parlé, un antécédent de chirurgie de canaux carpiens bilatéraux qui n'a pas bien réussi antérieurement, les opacités vitréennes, l'atteinte rénale, je dois avouer qu'elle est vraiment très, très, très rare, et puis, bien entendu, la présence d'une histoire familiale. Alors, pourquoi il faut traiter tôt? Parce qu'en fait, on ne rattrape jamais le temps perdu. Là, je vous ai mis deux études, une avec le tafamidis, l'autre avec le patisiran. Dans l'étude du tafamidis sur la survie, on voit très bien que les patients qui étaient sous placebo, qui ont été ensuite switchés sous traitement, eh bien, on ne rattrape jamais complètement les courbes. Et donc, c'est absolument indispensable que les patients soient traités tôt pour être tout le temps sur la courbe rouge, puisqu'on ne rattrape pas le temps perdu. Et c'est la même chose pour le patisiran, puisque vous voyez que le patisiran a un effet remarquable clinique de stabilisation des patients, mais ce qui a été perdu a d'ores et déjà été perdu, et donc c'est une vraie urgence thérapeutique. Alors, réaliser les biopsies, vous arrivez tous à réaliser facilement les biopsies dans vos services. L'enjeu, c'est souvent le test génétique et le délai d'obtention des résultats génétiques. En France, il y a essentiellement 4 laboratoires qui réalisent ces tests génétiques avec des durées de rendu de résultats qui sont parfois un peu longs et qui ne sont pas tout à fait compatibles avec l'urgence thérapeutique dont je vous parlais. Et donc, c'est pour ça qu'avec le soutien d'Alnilan, en fait, il y a eu ces kits de dépistage génétique qui ont été mis en place. Donc, c'est une collaboration avec GenAct qui permet en fait de mettre à votre disposition des kits que vous pouvez faire pour pouvoir faire des prélèvements au lit du malade et pour lesquels vous avez des résultats rapides. Donc, ces kits, on pourra en discuter après avec l'équipe d'Anne-Nilan. Il faut les commander sur le site que vous avez ici, le portail d'Archimède. Et donc, ensuite, quand vous recevez les kits, vous allez voir, c'est assez facile. Donc, ça, c'est des données un petit peu générales, simplement pour préciser que dans ce dispositif, en fait, il est soutenu par Alnilan pour la mise à disposition des kits, mais à aucun moment Alnilan n'est au courant du résultat du patient. Il faut que les patients soient éligibles à partir des critères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis surtout, c'est un test qui est gratuit. Enfin, du moins pour vous, pas pour Alnilan, je pense. Donc, les critères d'éligibilité, c'est ceux dont je vous ai parlé, c'est-à-dire un patient qui a une neuropathie avec un antécédent familial d'amylose à transthyrétine, ou alors simplement une neuropathie associée à ces éléments, c'est-à-dire la dysautonomie ou une cardiopathie ou un syndrome du canal carpien bilatéral,
un canal lombaire étroit avec des éléments de dysautonomie, des opacités vitréennes, une PIDC qui ne répond pas au traitement, une maladie du motoneurone atypique parce qu'associée à une dysautonomie et des anomalies sensitives à l'électromyogramme, la présence d'une perte de poids inexpliquée, bien entendu, si vous avez une biopsie des glandes salivaires qui retrouvent des dépôts amyloïdes. Donc, en fait, le kit, ça se présente sous cette forme d'une pochette dans laquelle il y a le consentement, le kit et puis toutes les notices pour pouvoir faire correctement le prélèvement et renvoyer ce kit. Donc, voilà comment se passe en fait le kit avec les critères d'éligibilité, hein. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, c'est assez facile de vérifier qu'on est dans les critères, mais encore une fois, les critères sont extrêmement larges. Et puis, le prélèvement lui-même, donc, ça se fait juste par une petite ponction au niveau de la face latérale du doigt. Il faut simplement veiller à ce que les gouttes soient bien déposées sur le papier permettant l'analyse. Donc, il y a juste des petites précautions à prendre. Deuxième précaution qui est importante quand même, c'est le temps de séchage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le prélèvement, le mettre dans l'enveloppe directement. Il faut bien respecter le temps de séchage et ensuite vous envoyez le prélèvement. En sachant que je crois, mais ça on pourra en discuter après, qu'il y a un rendu des résultats habituellement inférieur à 1 mois. Donc, ce qui est important, c'est que, bien entendu, comme toute analyse génétique, il faut établir un consentement. Il faut envoyer le prélèvement avec le consentement éclairé du patient. Donc, vous faites signer le consentement éclairé du patient. Et puis, ensuite, vous mettez ça dans l'enveloppe et vous avez le résultat. Donc, une fois que vous avez le résultat, les éléments qui sont importants, c'est que si le résultat est positif, ensuite, il est préférable d'adresser le patient au centre de référence pour qu'on puisse faire un deuxième prélèvement sur les laboratoires de référence français de confirmation, en sachant que ça, on en a bien discuté. Ce n'est pas un problème de fiabilité du résultat. Les résultats sont tout à fait fiables. Ce qu'il faut, c'est que quand même ensuite, on puisse les référencer sur un des laboratoires de génétique français sur la deuxième confirmation. C'est des examens qui ont exactement la même valeur que les tests génétiques que vous envoyez habituellement. C'est-à-dire, là, en termes de sensibilité et spécificité, c'est des tests génétiques tout à fait normaux. La seule différence, c'est la rapidité de rendu du résultat. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un enjeu qui est majeur dans cette maladie, c'est de pouvoir dépister tôt et que ce n'est pas facile de dépister tôt parce que les présentations, elles sont fortement atypiques devant des présentations qui parfois ressemblent à des choses que l'on voit tous les jours. Donc, je crois qu'il faut absolument avoir en tête les drapeaux rouges dont on a parlé, que vous pourrez avoir. Je pense que cette petite vidéo, elle sera disponible. Il faut bien avoir en tête ces drapeaux rouges assez simples. Et dans le cadre de ces doutes diagnostiques, d'aller tout de suite confirmer par l'utilisation en fait des kits qui vous permettent d'avoir une réponse rapide, oui ou non. Et si la réponse est non, ce n'est pas la peine d'envoyer un deuxième prélèvement dans un laboratoire français. Et puis ensuite, donc, nous, on peut se charger de faire la confirmation auprès du laboratoire de génétique.